Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Il y a eu un petit quiproquo, mais ce qui ne changera rien sur le fond du sujet au niveau du titre. J'ai mis les deux là, évaluation du cabinet, comment créer de la valeur grâce à l'IA, ou comment valoriser les gains de productivité liés à l'IA dans l'organisation du cabinet. Globalement, on va aborder les sujets de création de valeur au sein du cabinet. On va aborder le sujet de l'IA et de la mesure des gains de productivité et surtout des pièges que cela peut apporter. Donc le travail qui a été fait suite à un constat de plusieurs années. Pour nous présenter, John, je vous laisse. Bonjour, merci à tous d'être venus pour suivre ce séminaire. John Haïm, donc expert comptable au sein du cabinet Haïm et Associés à Paris, dans le 12e arrondissement. Donc c'est un cabinet, pour un peu me présenter, un cabinet qui compte 18 collaborateurs, qui a été fondé en 1976 et qui a une clientèle plutôt commerçants et professions médicales, BIC et BNC. Voilà. Et Alexandre Sureau, donc moi je dirige la partie commerciale sur tout le nord de la France pour Cegid globalement, ce qui représente à peu près 1600 clients. J'ai plutôt un background contrôle de gestion, audit en fait à la base, j'ai fait 10 ans en cabinet. Et en fait, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est en très grande partie lié au constat que j'ai pu faire lors de ces 10 années à justement chercher de la valeur au sein de plusieurs agences pour un grand groupe d'expertise comptable français. Et donc, on va aborder la partie notamment outils, sans parler d'outils. On va pas rentrer, on n'est pas là pour parler de détails des outils, pour vendre un outil, mais on va nécessairement parler d'intelligence artificielle et John, de son côté, plus le côté organisationnel du cabinet. Et c'est en fait les deux visions qu'on va vous partager aujourd'hui avec le constat final sur lequel on sera très agréablement surpris si vous avez des questions, si vous voulez rebondir en fin de conférence. Tout d'abord, pour commencer, un point sur les tendances et chiffres. Il y a des tendances qui sont très importantes et qui sont très importantes à repartager pour bien poser le contexte de ce dont on va parler et pourquoi c'est un enjeu qui est primordial. Tout d'abord parce que pour parler valeur du cabinet, on va tout de suite se rendre compte que 58%, donc que la masse salariale, certainement beaucoup le savent, néanmoins je ne pensais pas pouvoir faire cette conférence sans le rappeler, 58% c'est le poids de la masse salariale dans le chiffre d'affaires des cabinets en France, dans lequel la partie rémunération des experts comptables est incluse bien sûr, mais c'est un chiffre qui est très important et qui montre là un gisement important de la profession, un gisement de valeur important de la profession, mais aussi quelque part le challenge de demain qui est lié au niveau d'exigence de vos clients qui fait que d'augmenter, l'arrivée de nouvelles concurrences, certains éditeurs qui sont directement à proposer des activités de compta pour vos clients ou de paye, et donc la baisse des prix de vente et évidemment du coup plutôt une inflation des coûts liés certes logiciels, on y est aussi, mais masse salariale, donc ce coût de 58% qui est plutôt haussier et qui représente l'un des leviers très importants qu'on va particulièrement regarder aujourd'hui. Et justement, John, c'est là où je vous passe la parole pour évoquer ce point de masse salariale et d'organisation. Vous qui avez déjà exploré un peu le sujet de l'optimisation de cette masse salariale dans l'organisation de votre cabinet. Alors, en fait, comme vous le savez tous, la profession comptable a subi d'énormes modifications à travers les années et au gré des progrès technologiques, on a dû s'adapter à chaque fois aux nouveaux outils. On est passé de la plaque au bout à l'ordinateur, donc le papier calque, et on a toujours essayé, expert comptable, de s'adapter et d'avancer pour être toujours là aujourd'hui. Donc le cabinet Haïm a repensé
son organisation en regardant ce qui se faisait aux États-Unis, dans des centres de production de comptabilité, notamment par des grands groupes liés comme American Express qui avait repris cette partie d'activité. Et on s'est dit comment, avec les nouvelles technologies, comment avec des process plus industrialisés, on pourrait optimiser notre masse salariale, donc non pas la baisser, mais l'optimiser en étant plutôt vers le haut, en disant, voilà, avec ces 58%, on peut peut-être réaliser plus de chiffre d'affaires, absorber plus de dossiers. Donc on a réfléchi à l'organisation type qu'on pourrait mettre en place. Et on s'est dit, pourquoi pas faire une organisation par pôle de production, comme ce qui pourrait se voir dans une usine, avec une spécificité. Donc on avait commencé par un pôle trésorerie-banque qui était chargé de saisir les relevés bancaires avant l'intégration automatique. Donc le pôle achat, un pôle social pour les payes, des choses qui paraissent parfois normales, et un pôle de révision qui supervise et chapeaute chacun des services. Et j'oublie le pôle impôts et taxes. Alors, c'est une organisation qu'on adapte à notre cabinet parce qu'on a 18 personnes, 2 experts comptables. C'est quelque chose qui est duplicable. Je ne dis pas que c'est la solution idéale et je ne vous dis pas à tous de faire ça. Ça dépend de la typologie de la clientèle et de ses appétences, de son personnel et de ses qualifications. Donc nous, on a essayé de spécialiser et de recruter nos collaborateurs en fonction de cette organisation-là. Donc les profils sont un petit peu différents d'un profil portefeuille client accordé à un collaborateur, puisque dans notre organisation, les collaborateurs n'ont pas de portefeuille client. Ça nous permet d'avoir une grande flexibilité en termes de production. S'il y a des absences, des congés, le travail est fait par le reste de l'équipe. On s'harmonise simplement pour organiser les rotations. On pourrait se dire ça favorise le turnover, c'est moins intéressant, mais en fait pas du tout. On n'a pratiquement pas de turnover. Le dernier départ qu'on a eu, c'est un départ en retraite au bout de 30 ans de cabinet. Donc on fait progresser les collaborateurs en interne avec une formation permanente. Ça nous permet aussi de standardiser les méthodes, c'est-à-dire que quand on décide dans un pôle telle méthode de travail, telle procédure, c'est facilement duplicable à tous les dossiers. Et ça nous a permis aussi de faire face à l'intégration bancaire, à la révolution de l'intégration bancaire qui est arrivée à l'époque, où tous les flux bancaires se récupèrent automatiquement. Donc on a pu assez facilement glisser le staff qu'on avait sur le pôle trésorerie vers le pôle achat. Donc ça a été une intégration et une organisation vers le haut plus que vers le bas. Donc là, on a clairement déjà on voit une spécialisation des collaborateurs et puis surtout de nouveaux profils. Et on verra, et notamment sur cette slide-là, qui est le résultat d'une étude d'un think tank qui est très intéressant. C'est le think tank Les Moulins qui a fait cette recherche-là. Et donc là, on a tout le process de production comptable, de la collecte de la pièce, au conseil de proximité, avec évidemment l'alias au milieu de ça, et qui met en exergue que 46% de ce process de production est quasi totalement automatisable. Donc là, on voit que d'un côté, on a déjà appréhendé depuis de nombreuses années une organisation en cabinet qui prévient ça et qui est prête pour ça, avec de nouveaux types de collaborateurs. Maintenant, les collaborateurs et ce qu'on peut voir derrière ça, c'est qui dit automatisation dit récupération de flux et donc la nécessité d'avoir des collaborateurs qui puissent être en capacité de pouvoir brancher les flux de vos clients avec vos outils à vous. Et donc de nouveaux types de profils, plutôt data acquisition, pour réussir à automatiser cette partie-là. Donc là, on parle des 46% qui sont en rouge.
Et en bleu foncé, on a même la CA3, et aujourd'hui, on est capable d'aller jusqu'à l'automatisation de la CA3, en fait, donc d'aller un peu plus loin. Donc, ce qui est important, c'est que dans les 58% de masse salariale, finalement, il y a 46% du temps passé du process qui aujourd'hui est identifié comme, on dit quasi totalement automatisable, mais en réalité, c'est totalement automatisable sur cette partie-là. Grâce aux nouveaux outils. Donc on parle de 46%, donc d'aller chercher 46% de 58% de la masse salariale, enfin du chiffre d'affaires. Ce qui est quand même un chiffre assez important et qui mérite qu'on s'y penche. D'autant plus que là on parle de temps passé. Maintenant, quand on le décline en forme de chiffre d'affaires, en fait, on voit que, donc là, c'est la même chose, hein, c'est le même process de prod. Donc tout en bas, vous avez la tenue, l'établissement, qui représente aussi 46% du chiffre d'affaires aujourd'hui. Donc c'est la ventilation des honoraires de compta sur une mission. Enfin, d'ailleurs, on a même les missions exceptionnelles en haut. Donc plutôt la ventilation des honoraires des cabinets sur les différents types de missions. Et son évolution dans les 5 prochaines années. Donc évidemment, et là je pense qu'on n'apprend rien quand on sait qu'on va perdre au niveau de la tenue, on va moins facturer d'honoraires en tenue. Il y a une chose sur laquelle on apprenait un peu, c'est que le mirage de la mission exceptionnelle, ça restera un mirage. Aujourd'hui, c'est pas là où on va chercher de la valeur supplémentaire, on va aller plutôt chercher à valoriser ce que vous faites au quotidien, ce que vous avez fait comme jamais ces 18 derniers mois, c'est-à-dire de l'accompagnement au quotidien sur les problèmes de trésorerie, les problèmes du quotidien, et c'est ça qu'on va aller valoriser davantage dans les 5 prochaines années, non pas des missions exceptionnelles. C'est plutôt ça qu'il faut regarder. Néanmoins, donc, les 46, donc les 16% de chiffre d'affaires en moins, avant de pouvoir aller les redistribuer ailleurs, il faut pouvoir déjà arrêter de les subir en termes de coûts. Et donc c'est là où on va commencer à parler d'intelligence artificielle. C'est là où on va commencer à rentrer dans le sujet de l'automatisation. Néanmoins, le sujet de l'automatisation, de l'amélioration de la productivité, les points de vigilance, c'est principalement d'éviter les baisses de qualité, et ça on en parlera juste après, d'éviter la perte d'adhésion des collaborateurs, parce que de la même façon comme vous l'avez abordé, la fidélisation des collaborateurs, c'est aussi s'assurer de la fidélité des clients, in fine, c'est quand même les collaborateurs qui sont en front avec les clients. Et puis éviter des investissements trop élevés dans des applications qu'on aurait mal calibrées en termes de retour sur investissement. Investir, et ça va être un des points très importants aujourd'hui, investir dans de l'IA et dans des outils sans gain de productivité mesurable et valorisable, ça n'a pas de sens. C'est clairement ce qu'on va toucher du doigt. Néanmoins, malgré ces points d'attention, ça reste quand même une partie incontournable, la digitalisation, l'automatisation de cette partie tenue. C'est quelque chose qu'il faut absolument que tous les cabinets abordent. Et d'ailleurs, vous, au cabinet AIM, depuis de nombreuses années, sans utiliser l'IA, je crois que vous avez déjà tenté d'automatiser cette partie-là. Oui. Donc je vais vous parler un peu de notre expérience. Donc nous, alors la facilité en fait de notre organisation par pôle, c'est la standardisation des process et une plus grande facilité dans la conduite du changement. Donc en fait, en motivant nos cadres à ces nouvelles technologies, en leur expliquant bien que on mettait pas des technologies justement pour licencier une partie du personnel, mais pour être plus compétitif plutôt par rapport à ce qu'on a connu, qui était l'externalisation à l'étranger d'une partie de la comptabilité. Il fallait revoir le process et passer à une phase 1 qu'on a appelée la phase de digitalisation, hein, que tout le monde connaît aujourd'hui. Et cette phase de digitalisation est passée par la mise en place d'un OCR. OCR classique,
Je ne vais pas parler de marque, on a dit qu'on ne parlait pas d'outils, donc j'en ai utilisé plusieurs pour trouver finalement celui qui était le meilleur. Et on a fait cette première phase de digitalisation assez facilement par rapport avec notre pôle achat. On a fait des constats. On s'est dit on va gagner du temps, on va avoir des gains. Et en fait, ils ne sont pas venus tout de suite, les gains. On a été un peu surpris. On n'a pas eu d'adhésion de la part de nos clients. Enfin, c'était très faible. La digitalisation, les clients nous ont dit bah, écoutez, non, je ne vais pas faire votre travail, ou alors je paye moins. Donc parler de gains de productivité quand on demande des baisses d'honoraires, c'est un peu plus compliqué. Donc on a essayé de voir les clients réceptifs, on a commencé par cela, on a installé des box chez eux et on a déployé cette numérisation. Alors c'était un taux assez faible au début, et puis après on a revu notre organisation et on s'est dit on va quand même passer en digitalisation pour tout le monde, mais on va le faire nous-mêmes. Donc ça nous a pris plus de temps, on s'est retrouvé finalement à numériser pour eux, donc c'était une tâche assez longue, et à avoir des OCR qui n'étaient pas forcément très bons au début, donc une phase de digitalisation où les gains se transformaient plutôt en pertes. Et les gains, ils sont apparus dans un deuxième temps. On a vu l'adhésion des clients à l'utilisation du portail, où ils avaient la possibilité en fait, d'utiliser leurs documents. Ils sont mis à utiliser leurs data, au lieu de mettre les factures dans une boîte ou dans le fond d'un classeur ou au fond d'une enveloppe et jamais l'ouvrir, ils ont commencé à jouer avec, à retrouver, quand ils voyaient les fournisseurs, à négocier les prix d'achat. Donc on a gagné sur l'expérience client. On a eu après un gain plus important au niveau de la révision. On s'est retrouvé à avoir une qualité des dossiers bien meilleure et en fin de période, en révision, on se dit tiens c'est bizarre ce compte, qu'est-ce qu'il y a dedans? On clique, on voit les pièces, on reclasse, on corrige, et en fait on s'aperçoit que c'est juste. Même pendant les contrôles fiscaux. On s'est retrouvé à avoir des contrôles fiscaux qui durent beaucoup moins longtemps parce qu'on a l'inspecteur à côté de nous quand il nous pose une question, on clique sur la pièce, on lui montre les 4 factures qu'il a demandées, il lui dit bon, ok, je vois que c'est là, je ne vais pas en demander d'autres. Déjà, c'est un gain important. Donc en fait, si vous voulez, le gain de cette phase 1 de numérisation, il a été assez inattendu. Et là, les gains dont on essaye de vous parler, c'est les gains de la phase 2. Donc nous, on a finalement validé notre organisation par pôle en se disant, voilà, la phase 1 nous a permis, de mettre en place les outils, de les ancrer dans l'idée de nos clients, d'évoluer avec l'expérience des collaborateurs, et maintenant d'être prêt pour la deuxième phase. Et c'est vrai que là, du coup, on a réglé sur les points de vigilance qu'on vient juste d'aborder, on a réglé le sujet de la qualité. Finalement, on a gagné en qualité sur le dossier. On avait mis garantie à un niveau constant de qualité, mais en fait, on a un niveau supérieur de qualité grâce, non pas à l'IA, parce qu'on ne l'a toujours pas abordé, mais à la pièce attachée. On a un niveau d'engagement des collaborateurs au moins constant, voire supérieur. Par contre, on a plus de coûts logiciels sans avoir encore les gains de productivité à ce niveau-là. Alors, je peux rajouter aussi quelque chose. C'est que cette phase de numérisation, elle était aussi, je ne l'ai pas dit, je voulais le dire, mais sur un problème de logistique de documents. C'est que vous arrivez en début de mois, on vous envoie... tous vos clients vous envoient un mois de facture, vous devez avoir cette logistique de papier, vos clients qui ne veulent pas les récupérer, donc vous les envoyez par la poste, vous courez à la poste, vous faites des contrats avec eux, vous payez des timbres. Ça aujourd'hui, chez nous, c'est fini. Enfin, à part pour les clients qu'on numérise, mais sinon, avec l'installation des box, c'est terminé. Ouais, il y a une partie éducation client aussi qui s'est mise en place. Il y a une vraie stratégie avec un accompagnement client vers la stratégie, quoi. Exactement. Et ça facilite vraiment le flux logistique. Donc, pour venir dans l'intelligence artificielle, ce qui nous manque aujourd'hui dans le constat et surtout dans la méthode AIM, ou en tout cas celle que vous avez mis en place jusqu'à aujourd'hui, c'est de pouvoir rentabiliser et donc valoriser les gains de cette organisation par l'outil. L'outil aujourd'hui, il y a en fait, vous êtes plus de 60% à l'avoir déjà testé. En fait, tous les
tout ce qu'on vient de se dire au niveau de l'organisation et de la nécessité, c'est des choses que vous touchez du doigt. 60% d'entre vous, d'une façon ou d'une autre, avaient déjà utilisé de l'intelligence artificielle. 23%, vous pensez que ça peut, et à juste titre d'ailleurs, remplacer le comptable sur les tâches à faible valeur ajoutée, c'est-à-dire l'assistant comptable qui fait la collecte et la saisie des tâches. Et c'est effectivement la promesse que font les éditeurs. Donc là, j'ai mis un certain nombre d'éditeurs qui intègrent de l'intelligence artificielle, pas seulement de l'OCR, hein, je fais bien, et on va le voir après, la différence entre juste une partie océrisation, lecture et apprentissage autonome de l'outil. Là, on n'a que des éditeurs qui font de l'apprentissage autonome, donc du machine learning. Donc on touche bien du doigt qu'il est nécessaire d'utiliser ce genre d'outils. Ce qu'on y attend, c'est finalement, certes, remplacer les tâches à faible valeur ajoutée, pas forcément remplacer le collaborateur, mais plutôt les tâches du collaborateur pour mettre le collaborateur sur autre chose. On en parlera juste après. Mais ce que fait l'outil, c'est effectivement reconnaissance du document, facture, document administratif. Donc ça, c'était déjà ce que fait depuis presque 10 ans les outils d'OCR, plus ou moins bien, avec des technos qui ont largement évolué de ce point de vue-là. Identification de l'émetteur, c'est là où on va avoir un apprentissage automatique de plus en plus. Et enregistrement du montant indiqué, donc bonne affectation. Et là aussi, à chaque fois qu'il y a une affectation, on a un apprentissage qui se fait, donc on est capable d'avoir vraiment une automatisation. Et c'est grâce à ça qu'on va avoir une automatisation jusqu'à 100% sur certains outils, de toute la tâche de collecte à intégration de l'écriture. Donc on a raison d'attendre ça, on a raison d'attendre de pouvoir automatiser ces 46% de temps passé sur un process de tenue, de mission réglementaire. Pour les experts comptables, évidemment, les avantages, c'est mise à jour des dossiers. Alors, on parle des factures, on parle aussi des cabis. Un cabis scanné, ça met à jour le DP, enfin, ça va aller un peu plus loin même que la partie tenue comptable. On va vraiment réussir avec ces outils-là à réintégrer un maximum d'informations dans le dossier permanent, dans la fiche client, et donc l'ensemble des données de facture d'achat, facture de vente. Et puis ça va reconnaître une fois quand un client aura mis une facture qui n'a rien à voir, il va aussi la classer dans un dossier et lui expliquer que ça n'a rien à voir. Application des règles comptables, imputation automatique, image des factures attachées à l'écriture, on en parlait, et ça c'est primordial pour la partie révision-supervision, et archivage dans la GED pour la partie expérience client, et valorisation de cette tâche-là finalement grâce au partage. Tout ça pour dire que finalement, cet outil-là, il est capable de faire gagner les 46% de 58% de masse salariale, et que derrière, on a la capacité d'orienter ces gains de productivité sur 3 choix, en fait. Soit l'optimisation de la masse salariale, c'est-à-dire que ces gains de productivité, finalement, ils vont me servir à faire autant avec autant de clients, mais avec moins de collab. Soit je vais augmenter mon chiffre d'affaires, c'est-à-dire que je vais avoir autant de collabs, autant de clients, mais je vais leur vendre plus de missions. Donc je vais rehausser la taille de mes budgets sur les tâches à plus forte valeur ajoutée, donc je vais augmenter mes lettres de mission et je vais faire plus de chiffre d'affaires sans augmenter nécessairement la taille de mon nombre de clients, mais juste mon panier moyen. Ou augmentation des marges. Je prends plus de clients, je ne change pas mes missions, je ne change pas le nombre de salariés que j'ai, mais je fais plus de marge sur l'ensemble de mes clients, j'ai plus de clients avec autant de personnel. Finalement, c'est les 3 seuls choix possibles qui existent grâce à ces gains de productivité. Et donc c'est normal, c'est ce qu'on attend de ça et c'est ce qu'on va essayer de mesurer quand on parle de valorisation du cabinet, de valoriser ces gains-là. C'est ça qu'on va aller chercher, c'est ça qu'on va essayer d'aller valoriser. Mais concrètement, ce qui m'intéresse, c'est aussi de savoir, vous, John, dans votre cabinet, le jour, une fois que ça fait quand même un petit moment que vous avez organisé le cabinet, que vous avez des gains d'un côté, on a vu que vous aviez les gains dans la qualité, donc potentiellement mieux valoriser vos missions, mais les gains de productivité liés à la tenue, comment est-ce que vous, demain, vous les orienterez ?
Nous, on compte en fait un choix supplémentaire. Il y a un choix supplémentaire, un quatrième, c'est le confort. C'est d'arrêter de courir pour faire la déclaration de TVA. Si on peut gagner une journée dans le mois et le faire le 14 au lieu du 15, ça fait gagner un peu de temps et les collaborateurs s'en sentiront mieux. On espère aussi apporter plus de conseils, plus de proximité. La dématérialisation, l'intelligence artificielle ne doit pas être une raison de stagner et de se satisfaire de ça. Il faut se rapprocher du client pour pour faire la différence entre une plateforme de comptabilité à distance pour 14 € par mois sans pépin à un conseil qui peut se valoriser en termes de qualité et puis de pérennité du dossier. Peut-être ce qui se voit un peu moins aujourd'hui, c'est la fidélité des clients, puisqu'on a du mal à leur apporter aussi un conseil pérenne, donc de se rapprocher de l'idée du métier d'expert comptable qu'on se faisait, de proximité et de contact. Top. Mais justement, en fait, ça, ce qu'on vient de se dire, c'est-à-dire qu'on a identifié 58% de masse salariale, 46% d'automatisable, un outil qui est capable de le faire. Ça, c'est de la théorie et c'est top. En théorie, on va aller chercher ce chiffre-là, on va aller gagner ce chiffre d'affaires supplémentaire, ou en tout cas ces gains de productivité. En tout cas, c'est ce que nous, éditeurs, on ne dit pas forcément de façon ouverte, mais, ou plus ou moins, mais en tout cas, c'est la promesse qui est attendue, on l'a bien vu. Dans la pratique, c'est complètement différent. Dans la pratique, ça va dépendre, et on va le voir là, ça va être tout à fait lié au pilotage de la rentabilité du cabinet, c'est-à-dire à la capacité du cabinet à pouvoir orienter ça, donc les mesurer et les orienter. Et pour ça, il y a un seul outil aujourd'hui dans les cabinets. 81% des cabinets aujourd'hui saisissent encore les temps. Alors, on verra pourquoi je dis encore. 80% des cabinets utilisent la saisie des temps comme seul outil de mesure de la rentabilité. Donc c'est-à-dire que ce qu'on est en train de se dire là, tous les gains qui sont attendus, on doit les mesurer grâce à ça. Parce que c'est le seul outil aujourd'hui pour 81% des cabinets. Et donc là, on va vraiment rentrer dans comment je vais valoriser ça. Et donc aujourd'hui, à périmètre égal, on va essayer de le valoriser avec cet outil-là. Néanmoins, la saisie des temps, pour l'avoir vécu en cabinet, que je disais, moi j'ai passé 10 ans en cabinet. Alors moi j'étais plutôt avec la casquette manager commercial. Donc en fait j'étais un improductif pur, je saisissais que des temps improductifs, ce qui n'est pas très valorisant. Par contre j'avais 6 agences sur lesquelles j'étudiais ces chiffres-là et la rentabilité des agences. Et donc le gros casse-tête, c'était de pouvoir, au-delà de la rentabilité du dossier, de pouvoir identifier la rentabilité des collaborateurs, de l'agence et de ce qu'on pouvait dégager de chaque agence. Et donc quand votre seul outil, c'est la saisie des temps, c'est déjà un sujet. Et puis après, il y a le sujet du plan de charge que ça va dégager derrière. Et donc de la façon dont je vais pouvoir utiliser mon plan de charge. Moi, il y a trois antagonismes forts en fait, que j'ai identifiés sur ces années-là. Vous allez les reconnaître. C'est que, bon, la première chose, c'est que certes, plus un collaborateur saisit de temps facturable, plus il est considéré comme rentable. Et globalement, on va toujours demander à un collaborateur de saisir autour de 85%, c'est les stats qu'on a, 85% de temps facturable. Et pourquoi ? Parce que lui, vous le payez environ 30 € de l'heure chargée, et puis vous allez revendre son heure 60-70 € pour des assistants comptables. Je prends des chiffres, c'est certainement peut-être différent dans vos cabinets, mais on est évidemment sur ces quotas pour arriver aux 58% de charge de masse salariale. Donc il a intérêt finalement de valoriser son temps pour être identifié comme un collaborateur rentable. Et donc ça pousse nécessairement à saisir beaucoup de temps facturable. Néanmoins, plus je saisis de temps facturable sur un panel de dossiers, et plus j'ai de chances d'avoir des dossiers qui sont en Mali. Donc d'avoir une rentabilité qui soit amputée en partie. Donc premier antagonisme en fait entre l'intérêt du collaborateur qui va saisir des temps et puis l'intérêt du gestionnaire, du chef d'entreprise sur la rentabilité de ses dossiers.
Et puis enfin, moi je l'ai bien connu quand j'avais un collaborateur qui venait avec un nouveau dossier et qu'il fallait le donner à quelqu'un dans le cabinet, bah, souvent ça se finissait à celui qui ne baissait pas les yeux quand je passais dans le couloir avec le dossier. C'est-à-dire que le plan de charge, du coup, si tout le monde saisit autant de temps facturable, les plans de charge, ils ne nous servent pas à piloter de façon objective. On sait qui a perdu un dossier, qui généralement en a un peu sous le pied, mais de façon objective, c'est très compliqué d'avoir quelque chose qui nous permette de dire, OK, toi Jean-Pierre, sur le dernier trimestre, en général, tu as quand même 3 heures par semaine sur lesquelles on est capable de rajouter des missions sans que tu sois complètement ras. Donc généralement, ce qui se passe, c'est qu'on rajoute des dossiers jusqu'à ce que ça commence à devenir compliqué et qu'on commence à toucher du doigt des pertes de qualité sur les dossiers, parce que plus on a de dossiers par personne, nécessairement, plus on a de mal à pouvoir améliorer, à pouvoir garder constante la qualité des dossiers. Et donc c'est des antagonistes qui sont très importants. Et je ne sais pas si vous, John, justement, vous le vivez en cabinet. En tout cas, moi, j'ai pu le vivre de plein fouet. Alors, la gestion des temps, ça, c'est un poème, ça. On est tous en train de regarder le soir, on se dit, mais au fait, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ? J'ai fait ça, ouais, j'ai mis combien de temps ? J'ai pas noté au fur et à mesure, assez compliqué. Et on a tendance à se dire, j'ai eu des coups de fil, je sais plus vraiment ce que j'ai fait, mais je pense que j'ai fait ça. Je vais essayer de remplir ma journée parce que sinon on va dire que j'ai rien fait. Donc en fait, la gestion des temps au cabinet, on s'en sert comme d'un outil, qui est nécessaire dans un contrôle qualité. 2, heureusement qu'on ne l'utilise pas pour facturer, parce que je pense que là on aurait des problèmes avec les clients. Et 3, ça dépend en fait des compétences et de la rapidité de chaque collaborateur. Donc c'est un outil de surveillance, mais qui n'est pas super fiable, super utile. Moi, ce que j'aime bien faire avec mes collaborateurs, c'est une petite réunion de temps en temps, et on se dit, on va analyser le temps perdu. Où est-ce que vous perdez du temps ? On fait un camembert, on met des pourcentages, et on essaye de dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ça et réduire le temps perdu. Donc on est sur l'optimisation globale du process de production, mais pas sur l'analyse fine de ce qu'on pourrait attendre justement dans ce qu'on est en train d'analyser de gains de productivité supplémentaires. C'est la mesure qui est compliquée. Et ça, pourquoi ? Est-ce que dans la salle, dans les personnes qui sont experts comptables ou collaborateurs en cabinet, certains connaissent la loi de Parkinson ? La loi de Parkinson, je vais vous l'expliquer dans ce cas-là. C'est simple, c'est un peu comme la loi du gaz qui prend 100% de la place qu'il a, mais ça s'adapte au travail. C'est-à-dire que la loi de Parkinson, c'est celle qui pose que tout travail augmente jusqu'à occuper entièrement le temps qui lui est affecté. Voilà, tout travail augmente jusqu'à occuper le temps qui lui est affecté. Au moins, ça nous permet de nous raccrocher à quelque chose qu'on aime. On aime plutôt les sciences dures. Là, en l'occurrence, c'est... on peut se raccrocher à cette loi-là. Bon, elle a un nom qui permet de la rendre assez simple à retenir, mais de façon plus concrète. Comment ça s'illustre ? Ça s'illustre en fait sur 2 axes. Sur les abscisses, vous avez le temps imparti pour une mission. Donc là, on a un collaborateur qui a un portefeuille de dossiers. Donc sur l'axe des abscisses, on a le temps qu'il va mettre avec la deadline qui est finalement le temps légal qu'il a de travail tous les mois. Donc le temps que vous lui permettez de saisir dans l'outil de saisie des temps. Et puis en haut, on a, en ordonnée, on a l'effort mis pour faire cette masse de tâches. Donc là, on a un collaborateur qui se donne beaucoup, qui a énormément de travail, qui se donne énormément et qui va même jusqu'à travailler au-delà des temps qu'il saisit. En fait, il ne va pas saisir 100% de ses temps, il va vraiment travailler à fond. C'est quelqu'un qui, visiblement, est très chargé en termes de travail. Et donc, on va soit analyser ce que fait soit la perte de dossier, soit l'automatisation de tout ou partie de son portefeuille. Donc l'automatisation de la partie tenue, c'est 46%. Et ce que va engendrer ces gains de productivité. En fait, ce qui va se passer, c'est que simplement, il va continuer à saisir, il va gagner du confort dans son travail, et ça,
John, vous en parliez tout à l'heure, dans les 3 choix, vous avez mis le 4e choix. En fait, c'était c'était en avance de cette slide-là. On a gagné du confort, on a apporté du confort à nos collaborateurs. Et ça, évidemment, c'est pas quelque chose que vous allez valoriser. On parlait de valoriser le cabinet. C'est pas ce que vous cherchiez au départ, mais c'est très bien. C'est une très très bonne chose, même si c'est pas forcément ce qu'on cherche. Alors si vous, John, c'est ce que vous cherchez visiblement, et c'est une excellente chose. On va apporter du confort. On va avoir des temps qui vont être respectés. On va avoir quelqu'un qui va certes mettre moins d'efforts, mais ce que ça ne va pas valoriser là, c'est les gains de qualité qu'on va avoir sur les dossiers. Donc on va gagner en qualité, on va avoir un collaborateur qui va être plus motivé, on va avoir nécessairement un collaborateur qui va rester plus longtemps et donc qui va avoir des effets sur la clientèle. Donc on est plus sur quelque chose de... sur quelque chose de difficilement valorisable, si on doit parler de valorisation. Et c'est là où le bas blesse quelque part, avec cette mesure de la rentabilité par la saisie des temps. Voilà. Ça, c'est ce que pose la loi de Parkinson aujourd'hui dans l'industrie des cabinets comptables. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on ne va pas juste arrêter la conférence là en disant bon, bah, c'est la merde, la saisie des temps, c'est terminé. C'est pas du tout le sujet. La saisie des temps, c'est nécessaire. C'est nécessaire. John, vous l'avez dit, c'est nécessaire pour déjà les contrôles H3C. C'est nécessaire pour pouvoir à un moment donné ouvrir au moins les discussions avec les collaborateurs. C'est plus la façon dont c'est fait. Et en fait, pour commencer à apporter les éléments de réponse, et là on arrive au bout du propos, c'est que si on veut que nos gains de productivité, si on veut que nos gains de productivité soient mesurables, le schéma de je fais ma lettre de mission et ma lettre de mission vient évidemment donner les budgets, c'est le but d'une lettre de mission, et puis ces budgets sont confrontés à une saisie des temps qui est une saisie des temps donnée par le collaborateur qui n'est pas forcément responsabilisé sur les temps prévus dans la lettre de mission, parce que rares sont les communications qui sont faites sur ce dossier-là, tu as tant de temps pour faire la CA3 tous les mois. Souvent, on oublie de responsabiliser le collaborateur sur le temps qui est prévu. Donc en fait, on a les boni-malus qui sont la confrontation entre des temps saisis par le collaborateur et une lettre de mission qui a été décidée en amont. Et c'est là où finalement on a ces antagonismes et qu'on va perdre cette capacité de mesurer nos gains de productivité à venir. Donc le constat et la piste qu'on donne là, c'est et donc il y a des outils maintenant qui font ça. C'est certes toujours la lettre de mission obligatoire évidemment, qui définit le temps réalisé, le budget en heures évidemment, mais qui est finalement communiqué aux collaborateurs, imposé aux collaborateurs en termes de tu as tant de temps sur ce dossier-là, et c'est ce budget-là qui est défini. Et depuis que, et on le verra, et depuis que Gelia, ce budget a rétréci pour la tenue, parce que tu as un outil qui va te permettre de faire mieux, plus vite, et donc nécessairement le temps qui était budgété sur cette lettre de mission, je l'ai réduit, j'ai gagné en marge, j'ai fait le choix de la marge, j'ai réduit le temps. Et après, le collaborateur, lui, va pouvoir dire OK, dans ce temps-là, le process de prod, de tenue, donc de la collecte jusqu'à la CA3, il a été fait de façon totalement automatisée, ça m'a permis de respecter le budget. Ou le client m'a pas envoyé, j'ai pas récupéré la bonne data au bon moment pour faire mon EDI de TVA, et donc j'ai perdu 1 heure. Et donc là, je vais remonter, et donc je vais plutôt être en proactivité à modifier les temps qui ont été imposés par le budget et expliquer pourquoi. Il n'y a que deux façons d'analyser un Mali sur un dossier. C'est soit le budget a été mal défini à la base, soit le collaborateur a mis trop de temps. Et souvent, c'est un peu les deux, sauf qu'on ne sait pas le dire. Là, l'avantage, c'est que à chaque tâche, on doit être en capacité de dire OK, là, il y a un Mali sur cette tâche-là, et pourquoi il y a un Mali sur cette tâche-là? Est-ce que c'est l'outil qui n'est pas aussi performant que ce que j'avais prévu? Est-ce que c'est le client qui ne m'a pas permis de faire ça?
Ou est-ce que finalement, c'est le collaborateur qui, dans les tâches qui étaient prévues, on va faire des questions juste, il me reste une slide, après on arrive aux questions. Est-ce que c'est le collaborateur qui a perdu du temps et donc qu'il faut que je forme davantage? Et donc sur chacune des tâches, on doit être en capacité de pouvoir identifier ça et valoriser ça. Mais pour ça, et ça c'est le dernier constat, il y a une nécessité de repenser les profils, ce que vous avez fait déjà. Il y a encore des profils de data acquisition qui sont absolument primordiaux dans les cabinets. J'étais encore en rendez-vous hier dans un cabinet qui m'a demandé de venir pour que je lui présente des outils d'IA. Et là, pour le premier sujet, est-ce que vous avez quelqu'un à mettre en face pour qu'on le forme dessus et qu'il onboard vos clients, qu'il explique à vos clients comment ils vont déposer la data, qu'il soit garant de la data quality en fait, que vous récupériez bien tout pour pouvoir faire votre CA3 à la fin du mois, quoi. Et non, il me dit non, ce que je veux c'est l'outil, mais j'ai pas prévu. Ça marchera pas. Redimensionner les missions, évidemment. Il faut redimensionner les missions au niveau de ce qu'on compte gagner en termes de gains de productivité. Et c'est comme ça que vous allez mesurer justement et valoriser ensuite ces gains de productivité au sein de votre cabinet. Et puis repenser le pilotage des temps et les challenger à chaque tâche par les collaborateurs. Il faut que les collaborateurs challengent les budgets, alors que là on est sur du déclaratif collaborateur qui est souvent malheureusement challengé qu'une fois qu'on a démali, et souvent beaucoup trop tard. Voilà le principe et la recommandation d'organisation interne. Et en conclusion de cette partie-là, le sujet en fait c'est de dire que l'IA, donc nous on est là, enfin, moi aujourd'hui j'ai aussi la casquette éditeur évidemment, c'est de dire on a des outils, nous on a 2 outils avec de l'IA, c'est très bien, mais en fait sans changement profond au sein du cabinet, sans repenser les méthodes et l'organisation interne, on n'arrivera pas à gagner ce qu'on a attendu, on n'arrivera pas à gagner ce que l'outil va faire. Et donc ça nécessite d'avoir une vraie stratégie à la base et un accompagnement sur au moins 6 mois pour pouvoir mettre ça en place au sein du cabinet. Et l'IA ne fera pas ça seule, c'est maintenant une certitude. John, je vous laisse le mot de conclusion. Merci Alexandre, c'est gentil. Alors, quand je vous présente un peu notre organisation par pôle, hein, je répète, ce n'est pas forcément duplicable dans vos cabinets. Il faut vraiment avoir l'appétence et l'organisation de vos collaborateurs. Nous, on a voulu penser les flux, ça fait 20 ans maintenant, et par ces flux, on a organisé pendant de nombreuses années cette organisation-là. Donc, quand on a voulu passer sur la phase 1 de numérisation, elle s'est passée... j'irais même avant la phase 1, la phase opération bancaire, elle a été difficile au début pour les collaborateurs à accepter. C'était un gros changement de travail. Ils se sont sentis remplacés par une machine. Et l'adhésion, il a bien fallu la faire, et elle s'est faite, et finalement, tout le monde l'a approuvé. Donc pour la phase suivante, qui était la phase ce que j'appelle la phase 1 de numérisation du pôle achat, on l'a fait un petit peu différemment. On a essayé de mener une politique de conduite du changement. Donc on a ressorti les cours qu'on avait fait à l'école, les cours d'éco qu'on avait lus, et puis on s'est dit comment on fait, et puis on a acheté quelques bouquins de management, et en fait on en revient toujours à la même chose. Il faut que cette méthode soit acceptée avant d'être lancée. Donc on a essayé de repérer les leaders des pôles qui étaient les cadres, et d'y aller progressivement avec eux. Et c'est comme ça qu'on a réussi à passer l'étape de numérisation, qui était quand même un gros morceau, puisqu'on acceptait d'avoir des malis. Hein. Donc c'était un peu compliqué. Et maintenant, on a des bonis, et si je demande à un collaborateur de revenir à l'ancienne et de saisir des factures, il me regarde 2 fois, il me dit « Vous êtes sûr ?» Pourquoi ? J'aime bien scanner. Donc on en est là, et maintenant cette phase 2 d'intelligence artificielle, je pense qu'elle va venir plus naturellement, et elle est à mon avis une chance pour nos cabinets, puisque d'un point de vue concurrentiel, les cabinets se développent à l'international, alors je ne l'ai pas dit au début, mais j'ai travaillé aussi pour un grand groupe bancaire international, où on envoyait nos papiers en Inde, et ça revenait le lendemain matin, c'était fait. Voilà.
Et c'est ce qui se passe aussi dans nos cabinets, hein. Il y a une phase de numérisation qui est traitée en dehors de nos frontières. Ça permet aussi de ramener des marges, ne serait-ce qu'en arrêtant d'envoyer faire cette part de chiffre d'affaires ailleurs. On maîtrise tout le flux, on arrête de l'abandonner. Donc, nous, cette étape de numérisation, c'était aussi pour lutter face à ces cabinets. Donc, l'intelligence artificielle, on y pense, on l'étudie, on essaye de choisir la meilleure offre. Il y en a beaucoup, on en croise beaucoup d'ailleurs aux universités d'été, laquelle on va mettre dans notre logiciel, laquelle on va former les clients, parce que c'est pas facile de changer, de dire à un client il faut faire comme ci, et puis finalement ça marche pas. Donc c'est un gros changement, il faut y aller progressivement, et puis ça se passera bien, et je pense que c'est la suite logique. Ça va nous donner un petit peu de temps. Nous, cette phase de numérisation, je ne l'ai pas dit, mais on a eu aussi en gain inattendu, c'est qu'on s'est retrouvé des fois à finir la période fiscale un petit peu plus tôt, et puis de temps en temps, il y a des missions qui arrivent, qui sont les missions de compte de campagne. Généralement, les confrères, si j'ai pas le temps, j'ai mes déclarations d'impôts, j'ai pas fini mes bilans. Donc on a tendance à un peu laisser passer ça, mais c'est plutôt sympa, ça change la tête, on voit d'autres personnes, et puis un jour on rencontre d'autres personnes et on trouve des clients. Donc, c'est aussi trouver du temps pour démarcher, pour avancer, pour se former, et puis pour avoir un peu de plaisir. Ça, c'est un super mot de la fin, pour le coup. Merci, Merci Diane. Je crois qu'il y avait au moins une question. Merci pour vos interventions. Je vais enlever mon masque. Parfait. Je partage complètement votre point de vue, tous les deux. C'est nécessaire de passer de la numérisation à l'outil d'intelligence artificielle. Et je l'ai fait dans mon cabinet. J'ai un petit cabinet où nous sommes 6. Nous avons déjà 2 ou 3 des outils que vous citiez, Chaintrust, Expansia. C'est fabuleux. Si ce n'est qu'on ne mesure pas les limites de ces outils. Alors, rien à voir avec les OCR. L'OCR, c'est complètement obsolète parce que le temps de paramétrage qui touche l'OCR est complètement fou. Quand vous envoyez, pour citer l'un d'entre eux sur Chaintrust, vous envoyez, on fait scanner par les clients, on ne numérise pas, on a refusé de numériser, on envoie ce qui nous envoie par scan, ça part, le lendemain, les écritures arrivent et intégrées à la comptabilité avec les pièces. Génial. Si ce n'est que tous les écueils liés au fonctionnement des outils, personne ne vous en parle. Exemple de tout ça, vous en donne 2. Vous avez, on enregistre des factures clients. Les factures clients, ça peut être monsieur un tel, CJ. Le client lui-même, selon qu'il met monsieur un tel devant ou CJ d'après, l'intelligence artificielle va nous créer peut-être 70. Un nouveau tiers ou... Ouais. 70 clients différents parce que c'est monsieur un tel qui l'a lu et il n'a pas lu CJ. Parce qu'il est programmé, bien que ce soit l'intelligence artificielle comme ça. Ce qui veut dire que le temps qu'on a gagné, que le collaborateur de base faisait pour saisir ses factures de vente, il existe, il est réel. Si ce n'est que la réaffectation est faite par un collaborateur d'un niveau plus élevé, et les gains de productivité. Alors moi, j'ai pas de temps. Je tiens pas mes temps, j'ai jamais voulu tenir les temps parce que, comme vous, j'ai eu l'expérience moi-même en cabinet de tenir les temps. C'était complètement farfelu. On remplissait ce qu'il fallait pour faire plaisir. Entièrement d'accord. On est d'accord. On a travaillé dans le même, peut-être. Voilà, ça sert strictement à rien. Mais quoi qu'il en soit, il y a un outil qui est réel, c'est de dire, voilà, j'ai tant de chiffre d'affaires, j'ai payé tant de ma salariale, qu'est-ce qui me reste? Malgré l'intégration de tous ces outils-là, peut-être parce qu'on est au début, il y a que 2 ans, 3 ans, on utilise, mais au tout début, chez Chaintrust, on faisait partie des clients, Beta, etc., au tout début, Expansia aussi au tout début, etc. Malgré tout cela, on n'a pas notre... Au contraire, malgré tout cela, on a une baisse de la productivité, parce qu'on ne mesure pas suffisamment tous les temps, mais qui sont des temps de senior ou des temps d'expert comptable derrière. Donc, globalement, on est encore loin d'arriver à ce que vous dites. On y arrivera peut-être dans 2 ans, 3 ans, et puis ils n'ont pas aussi d'analytique. Impossible d'analytique avec la... Alors, si vous me permettez de répondre, là on rentre directement dans les caractéristiques produits. On va répondre quand même, mais ce n'était pas trop le sujet de rentrer dans les caractéristiques de l'un ou de l'autre. Mais, non, mais parce que là, en fait, vous touchez du doigt des caractéristiques. On va parler de l'analytique, on peut parler de la lecture des tiers, de la façon dont fonctionne l'OCR. Passez nous voir tout à l'heure. Mais en l'occurrence... ou même Conciliator qui fait de l'analytique. Mais il y a 2 choses que je veux dire, c'est que je ne connais pas tous les outils et en l'occurrence, je ne suis pas là vraiment pour faire la pub d'un outil ou d'un autre. Il y a certainement des gains qui doivent se faire au niveau de la techno. La première chose,
c'est d'abord qu'effectivement, et c'est pour ça qu'il faut repenser les profils qu'on a. Et je parlais de data acquisition, de profil de data acquisition. C'est pour ce sujet-là précisément. C'est qu'il doit malgré tout y avoir un investissement dans des profils en capacité d'être responsable de la qualité de ce qui est saisi. Après, il y a une partie outils. Bien sûr, les éditeurs, on n'est pas irréprochable, on ne sort pas des outils qui fonctionnent tout de suite. Mais il y a une nécessité quand même de repenser le process, justement parce que plutôt que de saisir, on a un besoin de vérifier la qualité de l'outil. Après, combien vous allez gagner, on ne l'a pas abordé. Et ça, c'est un sujet qui est très important. Si un éditeur vous dit vous allez gagner 46% de gain de productivité, ne l'écoutez pas. En fait, c'est pas... nous, je vais prendre notre cas, on dit on est capable de traiter 100% des factures. OK, très bien. Mais ça ne vous dira pas combien vous allez gagner dans votre organisation. Parce que l'organisation de John, par exemple, nous, ce qu'on vend, c'est des gains de productivité supplémentaires à ce que vous avez déjà. Et d'une organisation de quelqu'un qui saisit encore, on en parlait ce midi avec John, de quelqu'un qui saisit encore la banque à la main, à quelqu'un qui est comme vous, déjà très organisé, on ne va pas vous faire gagner les mêmes, on n'aura pas les mêmes gains de productivité. Donc un éditeur qui vous dit on va gagner 46%, et quand vous nous dites ce que vous présentez là, on n'y arrivera pas, en fait, on ne fait pas de promesse de gain de productivité. Ce qu'on dit, c'est que nécessairement, les méthodes vont changer, les process vont changer, et il y a effectivement encore des gains à faire. Alors, ah oui, bien sûr. C'est qu'on n'ait pas suffisamment d'échanges avec tous ceux qui conçoivent ces outils pour dire où ça pêche et où ça pêche. Autre exemple, vous donnez ça, parler à tous les confrères. Vous avez des frais de restaurant. Frais de restaurant, 100,25 €. Vous avez un frais de restaurant, 3,50 €. Il a acheté son sandwich, il a invité quelqu'un. Aucun logiciel sur le marché va faire la différence entre un frais de déplacement où on ne va pas récupérer la TVA et des frais de réception où on récupère la TVA. Ce qui veut dire que tout ce qui est restauration, tous les outils, j'en ai essayé plein, aucun fait la distinction. C'est-à-dire qu'il y a derrière, il faut repasser à la main et re-ventiler. Là, il n'a pas récupéré la TVA alors qu'on avait 100 € et visiblement il y avait 2 personnes au restaurant. Et là, on avait 12,50 €, il a acheté 70. Mais là, c'est énorme parce que sur les tout petits dossiers... Non, mais on s'entend. Et en l'occurrence, encore une fois, ouais. on est sur des caractéristiques. Je suis d'accord avec votre constat. Même sur le premier constat et la première intervention que vous avez fait, pour vous donner mon expérience, quand on a lancé ça il y a 10 ans, la phase 1, sur un coef 1, on va dire qu'un temps de saisie d'une facture, coefficient 1 à l'ancienne, saisie manuelle. Au début de la numérisation, on passait à un coef 2. Donc quand je vous ai parlé de Mali délirant, on était dans un Mali délirant. Donc on a revu l'intégralité du process en se disant comment on va gagner des temps. D'où mon camembert, temps perdu. J'avais un coef 1 à retrouver. Avec les collaborateurs, il y avait un problème de scan. Le scan, c'était trop long, on perdait du temps. On a changé les machines. On a été chez un grand éditeur, un grand fournisseur de matériel. J'ai acheté 3 grosses machines à très très haut débit. J'ai mis des choses pour envoyer automatiquement les éléments scannés dans les bons dossiers. Au final, on scannait d'un coup tous nos dossiers. Le temps qu'un dossier était envoyé au CRIsé, le collaborateur avait le temps de scanner un deuxième dossier. Quand il revenait sur son poste, la partie OCR était nettoyée. Donc on a commencé à retrouver un petit peu de temps avec ça. Donc on est passé de 2 à 1,5. Et après, le gap suivant était long à intervenir. Passer de 1,5 à 1. Donc je pense que c'est un peu ce que vous avez. On s'est rendu compte que les OCR n'étaient pas bons, hein, quel que soit le fournisseur. Pendant longtemps, ça a été assez mauvais. Donc on est, au meilleur des cas, on était à un moment à 1,2, donc là, ça commençait à être intéressant. Et là, aujourd'hui, avec les dernières versions, ça a assez peu de temps, ça fait 1 an, on est à 0,8. Voilà, hors IA pour le coup, John, chez vous. Hors IA. Et sur la deuxième intervention que vous faites, en fonction des logiciels et des outils que vous utilisez, vous avez la possibilité de faire des regroupements de factures, des regroupements de facturettes, en disant voilà, toutes les cartes bleues, je veux que ça soit dans un truc carte bleue, comme ça mon collaborateur, il a que ce compte à analyser, il le fait une fois dans le mois avec le client et ça va vite. Donc il y a des possibilités, mais là on touche un peu
au logiciel, ce qui nous a permis d'arriver à 0,8. Vous avez aussi, et heureusement, il faut qu'il y ait un homme derrière qui valide, enfin, avec un grand H. Il faut on a besoin de nos collaborateurs. Ils ne seront jamais remplacés dans l'analyse, quelle que soit l'activité que vous avez. L'IA, c'est artificiel. Ça n'est qu'en fait un regroupement d'algorithmes et d'expériences qui vont dire, voilà, chez les commerçants, j'achète ça, j'affecte comme ça, c'est de la marchandise. Mais comment savoir que c'est de la marchandise? Comment savoir qu'une caisse de vin, et on l'a expliqué, c'est l'exemple que tu donnais la dernière fois, comment savoir qu'une caisse de vin, c'est un cadeau client ou c'est un achat de marchandises? Donc ça, c'est l'analyse de l'homme qui est derrière, et on arrivera en fait, et heureusement, jamais à zéro. Parce que la crainte, c'est d'arriver sur finalement un temps avec l'IA et de passer de 1 à 0, donc finalement on ne sert plus à rien, et l'expert comptable ne sert à rien, on sera remplacé par une plateforme automatisée. Heureusement que non. Et c'est en ça où il faut vraiment que la profession saisisse ça en main et se dire non, il faut toujours que l'expert comptable qui valide, que le collaborateur qui valide est une force probante à la chose et ne soit pas qu'un algorithme qui affecte. On a une question aussi au... Alors, je vais essayer d'être le plus bref possible pour laisser la parole aux autres avocats. Donc, tout à l'heure, vous avez parlé d'externalisation de la comptabilité à l'étranger. Alors, j'aimerais savoir, aujourd'hui, vous êtes en intelligence artificielle. Pas encore. Ce passage vous a permis de gagner en pourcentage. Quel est votre gain en pourcentage en termes de coût, en termes de performance? Alors, nous, on est toujours en phase 1. On va passer en phase 2. On n'a pas encore installé l'IA. L'IA, c'est vraiment très récent. Donc, si vous êtes passé, c'est il y a peu de temps. Mais on est encore cette année, nous sommes démarchés par des cabinets à l'étranger. On passe des fois le même diplôme, donc on a les mêmes compétences. Simplement, on accepte de transférer une partie de nos marges ailleurs. C'est dommage. Et en fait, l'IA, c'est simplement supprimer totalement l'externalisation. Et pour finir sur et le temps gagné, je ne peux pas vous le donner parce que je l'ai pas encore passé, mais je pense qu'on restera peut-être à 0,5, ou peut-être 0, on va passer à 0,4 ou 0,3, enfin, ça sera peut-être la loi des 80-20, peut-être même 20%, ça serait l'idéal qu'on agisse sur 20% des factures, mais que le reste, on arrive à affecter assez rapidement. Mais aller au-delà, je pense qu'il n'y a pas d'intérêt, à mon avis. Le propos aujourd'hui, il est de dire que ce que vous êtes en train de faire, en fait, c'est plus que nécessaire. C'est indispensable aujourd'hui dans le sens dans lequel on va. C'était le premier propos, c'est-à-dire que votre organisation, elle est prête à accueillir les évolutions des outils et la facture électronique. Et que vous l'avez visiblement compris, et je pense qu'il y a encore autant dans les outils que dans votre organisation, mais des cabinets de façon générale, des améliorations à faire. Aujourd'hui, vous n'êtes pas forcément vous à l'image de l'ensemble des cabinets. Néanmoins, ce que vous avez fait en termes d'organisation, c'est juste vital et c'est top. Et demain, quand arrivera la facture électronique, c'est un autre sujet. Et ça ne va pas tout régler parce qu'il n'y a pas de format standard. Enfin, il y a encore plein de... Vous voyez, encore un autre sujet sur lequel ce n'est pas encore terminé. Mais au moins, les gains de productivité que vous aurez, ceux-là, vous pourrez les valoriser. Et vous pourrez revenir sur mon premier sujet, qui est de dire, vous pourrez vous battre contre l'érosion des marges, sur l'augmentation des coûts, et au moins, vous êtes prête pour ça. Et c'est vraiment ça le sujet. C'est pas de dire, encore une fois, sinon on l'a mal exprimé, mais le sujet, c'est pas de dire, prenez l'IA, ça va vous changer la vie. Justement, c'est de dire, prenez l'IA seul, vous paierez plus d'outils, vous paierez autant vos collaborateurs, et donc vos marges, vous allez avoir une érosion encore plus importante de vos marges. Mais la démarche que vous faites, aujourd'hui, elle est plus qu'indispensable, et c'est là mon propos, il est de dire, le chemin, il est là, quoi. Voilà. Ce que je crains pour la profession, c'est que ça mette plus de temps qu'on imagine pour arriver à trouver des grains de productivité. Suffisant.
Oui, je pense aussi la piste de l'IA, c'est le problème que vous devez rencontrer, et ce qu'on rencontre tous, c'est sûr, c'est l'aspect multicanal. Vous recevez des SMS avec une photo d'un de vos clients qui vous dit voilà, j'ai été manger au restaurant un samedi. Voilà, tu reçois ton SMS, tu me passes ça en comptabilité. C'est bien sûr, j'ai mangé avec des clients, il y a des noms. Et vous avez ça sur un SMS, ou alors vous avez ça sur WhatsApp, ou alors vous avez ça dans un mail, vous avez ça, vous devez aller le récupérer sur la plateforme. Et aujourd'hui, vous perdez aussi, je pense, beaucoup de temps avec ça. Et donc l'IA, ça peut être aussi une piste, et même, je pense, peut-être certainement la solution pour déjà désengorger nos boîtes mail, se vider un peu la tête, parce que c'est fatigant de recevoir ça le week-end quand le client il fait ses papiers le dimanche soir et que vous n'osez pas avoir une deuxième ligne perso parce que vous avez peur de rater un nouveau client. Donc le soir, vous travaillez, vous regardez les trucs et puis vous décrochez jamais. Donc l'IA, ça peut être aussi, j'insiste sur le confort, quoi. Est-ce que vous avez d'autres points sur lesquels... Non ? Bah écoutez, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout et puis au plaisir de se voir rapidement. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez revenir vers nous. Oui, c'est le même. On peut les qualifier de domaine logiciel. Ça, pour vous, c'est OCR, c'est pas l'IA. Si, en fait, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la techno, en fait, l'OCR, c'est la technologie qui va lire. Voilà. Et qui, globalement, le jour où il y aura une facture électronique avec des métadonnées derrière, ne sera plus utile. C'est-à-dire qu'on va apporter, il n'y aura plus besoin de lire les différentes lignes. Donc l'OCR, c'est ça. J'océrise la facture. Donc je lis. Déjà, j'identifie les différentes parties, je lis ce qu'il y a dedans, je vais voir que là, c'est la TVA. Voilà, ça, c'est l'OCR. Après, l'IA, lui, il va apprendre que souvent, quand il y a marqué TTC, à côté, c'est le prix TTC. Souvent, quand il y a marqué TVA, à côté, c'est avec un pourcentage, c'est le taux de TVA. Quand moi, je vais affecter la facture de la caisse de vin, j'adore la caisse de vin, pour ce client-là, je l'ai affecté en achat de marchandises, et la fois d'après, je vais l'affecter en achat de marchandises. Par contre, sur ce client-là, je l'ai affecté en cadeau client, la fois d'après, je vais l'affecter en cadeau client. Donc c'est vraiment deux technologies qui aujourd'hui sont complémentaires. Et en l'occurrence, on prend Dext, on prend Conciliator, Loop, tout ce qu'on a mis là. Ils ont les deux technologies. Et ils ne fonctionnent pas de la même façon. Là, vous avez pris des exemples qui sont vraiment ceux des outils. Mais sur certains outils que vous utilisez, ils vont avoir certains défauts que d'autres ne vont pas avoir et vice-versa. Quand je veux l'imposer, je l'offre. J'ai compris. J'offre la box. Essayez Conciliator. J'offrais la box pour l'imposer. Ouais. Un test, ça coûte 750 €, vous avez 1500 factures, vous voyez comment ça fonctionne, ça fait de l'analytique, ça fait de la multi-affectation. Je ne suis pas là pour parler de produit, mais c'est le produit que je connais mieux parce que on le vend. C'est un produit qu'on vient de racheter. Conciliator, c'était un produit indépendant qui était même vendu par Sage. J'étais sur c'est Pia qui est à l'intérieur, qui a été largement amélioré encore ces derniers mois là. On a eu la rentabilité quand le client scanne lui-même. Ah ouais. On est tout de suite. Mais 4 fois plus cher. C'est 20 € le dossier par mois, là où... Ou alors ils scannent n'importe quoi. Ah, ils ont changé le... On est au début. Il me met les croquettes du chien. Il me met les notes de ses enfants, on est à les mots de la maîtresse. 30-40 centimes la pièce. Il faut trier tout ça. Et tenter le truc. Alors, Chaintrust fonctionne sur le fait qu'il y a moins 1. Mais c'est justement, c'est une façon de fonctionner. Parce qu'en fait, on était au bout du système. Il n'y avait pas de... Je vais vous donner ma carte. Mais si j'ai répondu à votre question... J'étais un peu en relation avec Cégide. Et on s'est dit, voilà, comment on peut changer... Voilà, il n'y avait pas d'outil, mais il n'y avait pas d'intelligence artificielle. C'est comme, en fait, quand John parle de ses OCR, il parle de Cash Manager chez Cégide. Donc ça ne lui a pas fait gagner de temps en termes de serialisation. Le logiciel, je ne veux pas avoir de choses à faire, je veux que ça soit automatique. Ah mais bien sûr, il faut du entier. C'est là où il faut... Et c'était le sujet, quand je disais, on doit valoriser ces temps-là doivent être valorisés derrière. C'est qu'on doit être capable de pouvoir... J'aimerais bien aussi avoir un tableau de bord global pour savoir... Non, alors, vous savez, en fait là, c'est pas l'astuce. Ce qu'il faut qu'on réussisse à faire, nous éditeurs et vous en partenariat, c'est de faire en sorte que vous soyez
en récupération au fil du temps des informations pour être capable de restituer l'information en continu. À partir de là, vous pourrez la valoriser, cette information-là. Et c'est grâce à, non pas aux outils d'OCR et de DIA, c'est grâce à vous, la capacité, à vous, et à ce qu'on vous met en tant qu'outil, mais à la capacité. Alors, mais c'est ce que vous faites avec mon temps de senior, mais aussi à éduquer les clients sur l'emploi, et donc en leur mettant à disposition. En leur mettant à disposition. Parce que vous, il y a l'outil DIA, mais maintenant vous avez depuis quand il y a énormément de choses. On a une roadmap et on a 70 développeurs depuis un an dessus pour accélérer à fond la roadmap. Il y a eu énormément de développement supplémentaire. Et aujourd'hui, par exemple, chaque fois que vous créez un nouveau client dans nous, à partir de septembre, là, ça va créer un canal d'email. Et donc pour le client. Et vous pourrez le mettre à disposition. Et à chaque fois qu'il va mettre. Et en fait, nous, notre métier, c'est. Exactement. Et en fait, Teams, il déverse dans SharePoint et c'est vu par l'IA. Voilà. C'est pas facile. Moi, j'ai regardé là, voilà, un truc, c'est bien une gel. Mais une gel, il faut que les factures soient bien nommées. Les factures qui proviennent d'Amazon. Là, elles sont renommées. Alors, en fait, avec Loop, en l'occurrence, dès qu'elle est traitée par PIA, qui est l'intelligence artificielle, normalement, enfin, c'est pas normalement, c'est sûr, il renomme votre pièce à chaque fois. La nomenclature. Là, il change le nom. Non, il renomenclature. Il rechange la nomenclature de chaque facture. Vous regarderez. Après, vous allez, une fois que ça a été, vous savez, ça va dans le dossier dépôt. Une fois que ça a été traité, ça va se mettre dans le dossier facture de vente 2021. Voilà. Et vous regarderez la nomenclature, parce que je ne l'ai pas là, mais en fait, globalement, quand on prend un process de production, en fait, une fois qu'on a la collecte, et avant la tenue, on l'oublie un peu, mais on a le classement en fait. Et le classement, là, l'IA, il doit être capable de le faire. Et en l'occurrence, vous regardez raison, mais ça, il l'a toujours fait. Il change la nomenclature. Je ne sais plus c'est laquelle exactement la nomenclature, mais avec peut-être le numéro de facture, la date d'échéance, et peut-être le nom du tiers. Et vous verrez, ils ont tout. Alors, il y a un autre avantage à ce que ce soit SharePoint, et là c'est pas Loop, c'est Microsoft, c'est que vous avez une recherche à l'intérieur de la facture. Ça c'est top. Vous cherchez la FNAC parce qu'il a des clous, n'importe où, vous tapez clous, toutes les factures avec des clous, elles ressortent quoi. Enfin, ça c'est top. Mis dans les cases hors taxe, c'est voilà. Bien normé. Ça, c'est le fait de se intégrer dans Office 365. Donc la lecture, nous on surfe là-dessus. Enfin, on bénéficie de la techno Microsoft grâce à ça. C'est là le point fort. Voilà, je sais que EDF, mais ça aujourd'hui, EDF, il me le fait. Parce que je lui ai déjà dit que tout ce qui était EDF, ça partait dans le. Quelque part, vous faites forcément partie de l'équipe. Moi, je dirige tout ce qui est moitié nord de la France. On n'a plus qu'à valider le collaborateur individualisé chaque facture. Mais moi non plus. Attendez, vous savez quoi, comme moi, j'en ai affecté par tant qu'elle d'attente. J'ai mon numéro de portable, qui est là. Mais je vais faire mieux, je vais vous envoyer. Sinon, je vous envoie ma fiche. Je veux l'améliorer. Donc au final, quand vous avez votre facture, vous avez votre truc. Vous me donnez votre numéro de téléphone, moi je vous envoie ma fiche. C'est beaucoup plus rapide que de faire ça. Et en fait, 06 c'est devenu un jeu. 51. J'ai essayé avec les collaborateurs, on s'est dit tiens, ça va être un jeu, on va échouer. Et en fait, c'était sympa de jouer, mais ça prenait plus de temps. Donc au début, il faut accepter ça. Mais le confort, c'est que vous avez sur votre téléphone, donc vous voulez bluffer un client. Tout simplement. Vous prenez votre application sur le téléphone, vous êtes à table, vous déjeunez avec lui, il vous parle d'un truc, vous tapez le nom du fournisseur, et vous avez la facture, et vous lui parlez, et il dit oui, c'est ça, et vous lui sortez à table. S-A-P-A-N. Et là, il se dit, un expert comptable, il sait de quoi je parle. Il sait de quoi il parle, il connaît mon dossier. Voilà. Je vous ai envoyé ma fiche comme ça. Mais pour moi, c'est un outil. Et à l'intérieur, vous avez tout. C'est aussi, vous n'avez plus qu'à l'enregistrer. Il faut y trouver du confort, il faut y trouver du plaisir, parce que nos métiers sont quand même difficiles. On est trop connectés. Donc 006. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. C'est vrai que vous avez pointé du doigt les... là-dessus, ça va vous créer. Il n'y a plus qu'à l'enregistrer. Regardez, ajouter à vos contacts. Voilà, parfait. Ouais.
écoutez, on rééchange rapidement. Il y a, tous les mois, on fait des web sur les nouveautés de Loop qui sont gratuites. Oui, j'ai vu ça. J'ai vu Ça, faut que vous veniez. Ah bah, C'est c'est surtout obligatoire. Ça. gratuit, ça. Tous les mois, on a ça. Et c'est top parce que vous suivez. On a des mises à jour tous les 15 jours sur Loop en ce moment. Tellement, En fait, nous, tellement on on l'a pris développe. parce qu'il y a des clients qui demandaient qui nous avaient choisi. On a choisi parmi plein d'autres, etc. Loop. Mais notre outil principal, ça reste quoi là? Vous êtes sur quoi là encore? D'accord. On est sur quoi là? Loop, C'est demain. c'est demain, mais on l'a depuis un an. C'est bien de commencer comme ça. De commencer comment? D'avoir les deux, mais c'est ce qu'on. Ah oui, d'avoir le Pour produit. faire l'expérience, parce que Loop c'est jeune, ça évolue au 6 gré, ans, de toute façon, le mois Ça prochain. a déjà 6 ans Bah, chez Il a KPMG, ça tellement fait changé. non, 5 mais il a tellement périodes changé. fiscales. Ouais, mais c'est plus le 5 même. périodes même, fiscales. Ah, bah, c'est plus le même. Bah c'est oui, plus le même. donc, Même vous, vous l'avez vu en un an, l'interface de PIA a été totalement refondue. Elle a été totalement refondue. Et là, on est sur tout ce qui est assistant de révision, on améliore tout ce qui est Donc on assistant va de révision. essayer de reprendre Pia par rapport à Cheftrust, parce qu'on peut faire même dans Loop, prendre Cheftrust.